Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être la première d'une longue série à propos de ce jeu que je viens de recevoir il y a quelques heures, une journée plus précisément, et qui s'appelle Temple of Elemental Evil Board Game, donc le temple du mal élémentaire en français. Et donc on le voit dans le petit coin ici, qui est un jeu de la licence Donjons et Dragons. Un jeu qui est produit donc par Wizards of the Coast. En fait, je dirais oui, produit par Wizards of the Coast, mais conçu, fabriqué par WizKids. Donc voilà, une alliance pour quelques jeux. On le sait que WizKids déjà s'est attaqué à la licence Donjons et Dragons avec plusieurs jeux, notamment des jeux d'escarmouche avec des figurines, mais aussi des jeux de dés, notamment dans la série Dice Masters. Et puis, ben voilà, un jeu qu'on n'attendait plus dans la communauté. Oui, parce que il y a quelques années, il y avait déjà des jeux qui étaient sortis de la licence Donjons et Dragons. Alors peut-être qu'il faut que je précise que c'est un jeu dans le plus pur style dungeon crawling. Et c'est le dernier d'une longue série, d'une série qui a commencé par Castle Ravenloft, qui s'enchaînait avec Wrath of Ashardalon quelques années plus tard. Là on est à peu près, il me semble, de mémoire, vers les 2007, 2008, quelque chose comme ça. Et il me semble que le dernier, The Legend of Drizzt, date de... je crois que c'est 2011, mais je suis pas sûr, 2010 peut-être. Et voilà, 5 ans plus tard, alors qu'on pensait que c'était terminé, que Wizards of the Coast avait un peu remballé ses projets, notamment parce que les règles 4.0 de Donjons Dragons avaient été abandonnées, et ils se sont lancés sur une nouvelle série de règles, donc la 5e édition. Et donc, vu que les jeux étaient quand même conçus, notamment pour illustrer la 4e édition, avec parce que bon, on reconnaît beaucoup de règles, beaucoup d'impressions de gameplay qui sont communs. En beaucoup plus simple évidemment, parce que c'est un jeu de plateau, mais c'était vraiment des jeux qui servaient à introduire les règles de la 4e édition. Et donc voilà, c'était un peu terminé. À la suite à ces jeux-là, Wizards of the Coast avait sorti une autre série de jeux qui se servait aussi des figurines et qui permettait aussi d'apporter quelques créatures supplémentaires qu'on pouvait intégrer au premier jeu. C'était la série des Dungeon Command. J'aurai sûrement l'occasion de faire une série de vidéos dessus aussi, j'espère cet été. Mais bon voilà, ça s'est un peu arrêté là. Même cette série-là de Dungeon Command, qui était pour moi un très bon jeu, s'est terminée après la sortie de 5 factions différentes, ce qui est déjà pas mal, hein, il y a déjà de quoi jouer. Hein. Mais bon, voilà, moi je m'attendais plus du tout à ce qu'ils sortent un nouveau jeu dans cette gamme-là. Alors je reprécise que en fait ces jeux-là sont entièrement compatibles. On peut très bien récupérer les cartes et les figurines et les monstres de ce jeu-là pour les mélanger avec ceux-là. Enfin, on fait un peu comme on veut, un peu à notre sauce, intégrer des monstres, recréer des aventures, des scénarios. Voilà. Et pour ce qui est de ma petite histoire à moi, et par rapport à ces jeux-là, je pense un peu comme tout le monde, j'étais à la recherche du dungeon crawling optimal, voilà, de rêve. Et je crois que c'est un peu un Graal que beaucoup de joueurs recherchent, avec plus ou moins de réussite. Et bon moi j'ai essayé de creuser dans cette gamme-là. Déjà parce que avant tout je suis un grand joueur de Donjons et Dragons, parce que j'ai commencé quand j'étais môme, vraiment au tout début des années 80. Et oui, j'ai cet âge-là. Et donc, en suivant les différentes
les différentes propositions de la gamme Donjons & Dragons, bah, j'ai croisé différents univers, dont l'univers de Cassandra Ravenloft. Et évidemment, ça me parle beaucoup, parce que j'ai joué les scénarios, voilà. Pour ce qui est de Legend of Drizzt, bah, je connais le héros, évidemment, qui est donc un héros emblématique de l'univers, d'un des univers de Donjons & Dragons. Et puis, bah, c'est vrai qu'à la suite de ces jeux-là, il y a eu beaucoup de spéculations sur voilà, quel allait être le prochain univers créé, développé. Et puis bah, au bout d'un moment, les rumeurs se sont taries, puisque on s'est dit que c'était fini, jusqu'à ce qu'ils nous proposent ce jeu-là. Alors, pourquoi ce jeu-là maintenant, après tant d'années parce que j'ai voulu continuer. Non, tout simplement, déjà, la première chose, c'est que le Temple du Mal élémentaire, c'est aussi un scénario emblématique de Donjons & Dragons. Beaucoup de joueurs le connaissent. Peut-être pour la petite histoire, le Temple du Mal élémentaire, à la base, parce que ça a beaucoup changé, on va parler un tout petit peu de l'évolution, c'est un scénario, une campagne même, qui se tient dans l'univers du Greyhawk. Et Greyhawk, c'est donc un des premiers, voire le premier univers de campagne créé pour Donjons et Dragons. Notamment, y a participé le fameux Gary Gygax, le fondateur, le créateur de Donjons et Dragons. Et d'ailleurs, le Temple du Mal élémentaire, c'est un scénario complètement écrit par Gary Gygax. Donc c'est vraiment un scénario culte. Et donc évidemment, quand on voit ça, on fait oh, qu'est-ce que c'est que ça, un jeu de rôle, un jeu de plateau dans l'univers du Temple du Mal élémentaire, et qui serait a priori compatible avec tous les autres, intéressant. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller vers ce jeu, et en suivant les news et voilà les différentes infos qui nous donnaient le contenu de la boîte, bon, j'ai pu être un petit peu refroidi, mais ces jeux-là sont avant tout, et c'est pour ça que dans ma quête du dungeon crawling ultime, ils sont assez bien placés, ces jeux-là sont assez simples, ils sont faits pour être joués par des jeunes joueurs notamment, ou à partir d'un certain âge, ça va pas de souci, même si je vois que là ils disent à partir de 14 ans, bon, à mon avis, ça peut être plus tôt. En France, ce serait sûrement plus tôt. Les règles sont quand même assez simples à assimiler. Donc, des règles assez simples. Beaucoup de liberté au niveau de l'interprétation des règles. Ce qui donne en fait des boîtes de jeu qui sont de véritables boîtes à outils, puisque on y trouvait, je sais plus si elles sont encore à vendre, ça là à des prix intéressants, mais un bon nombre de figurines pour un prix assez intéressant. Et puis comme c'était compatible entre eux, ça permettait d'avoir quand même pas mal de possibilités, un grand nombre de créatures par exemple. Par exemple, ne serait-ce que par les 3 jeux ici, là, il y a quand même déjà 90 monstres. Alors je dis pas tous différents, mais il y a 90 cartes de monstres, en gros une trentaine de monstres, plus les boss, on va dire une quinzaine de boss. Donc c'est déjà intéressant. Chaque créature étant en 3 exemplaires. C'est déjà intéressant en soi. Et puis après, eh bien, justement, comme il y a beaucoup de liberté d'interprétation et puis beaucoup de choses qui restent sans réponse, en tout cas à développer, notamment il n'y a pas de système de campagne, il n'y a pas de carte d'événements entre les aventures, toutes ces notions-là étaient assez absentes, voire absentes. Oui, je dis quasi absente parce qu'il y a un petit effort qui a été fait sur Wrath of Ashardalon, mais bon, ça reste très peu développé. Donc, bon voilà, il y avait de la place pour créer de nouvelles règles, de nouveaux univers, de nouvelles créatures, de nouvelles cartes trésors, plein de choses. Parce qu'en fait, l'avantage aussi, c'est que c'est aussi une des critiques, mais les cartes du jeu sont assez simples, très peu d'illustrations.
ce qui donne un avantage énorme, notamment pour la création de cartes de fans, puisqu'en fait, c'est très simple. Il y a disponible à l'heure actuelle, notamment sur Board Game Geek, de nombreux modèles de cartes qu'il suffit juste de remplir et d'éditer derrière, et voilà, on a une carte qui se redimension et qui peut être intégrée assez facilement aux différents jeux. Donc, des jeux assez simples, avec beaucoup de possibilités d'extension personnelle, ou même déjà des choses qui sont disponibles dans le commerce, puisque déjà ces 3 jeux donnaient quand même beaucoup de possibilités. Voilà, ça a vraiment attisé mon intérêt. Et puis l'autre intérêt aussi, du coup, c'est que, l'autre intérêt, c'est que, comme les jeux sont compatibles, on a aussi un grand nombre de scénarios déjà disponibles. Il y a à peu près peut-être une quarantaine de scénarios déjà, donc c'est pas mal. Plus des scénarios qui sont disponibles aussi sur internet, qui étaient des scénarios officiels, et je ne vous parle même pas du nombre de scénarios qui ont été créés et inventés par la communauté, une communauté assez active. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, Temple du mal élémentaire en plus, super. Alors, le souci, entre guillemets, c'est que, faut pas être dupe, Ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup les anciens joueurs, les anciennes générations de joueurs, et c'est sûr que eux, ils essaient de trouver des moyens pour attirer de nouveaux clients ou retrouver d'anciens joueurs. Et en fait, ils ont fait un peu du neuf avec du vieux, puisque le Temple du mal élémentaire version 2015, parce qu'il y a beaucoup de jeux et beaucoup d'univers développés là en 2015. Le jeu de plateau n'est qu'un élément, mais il y a aussi des scénarios, il y a tout un univers de campagne qu'ils ont développé. C'est un peu une... On va dire ils ont pompé des éléments, mais ils n'ont absolument pas gardé ce qui était du premier univers. Pourquoi ? Parce que l'univers de Greyhawk, c'est fini depuis bien longtemps. Bye bye Greyhawk, et depuis bien longtemps l'univers principal de Donjons & Dragons, ce sont les Royaumes Oubliés. Donc le Temple du mal élémentaire se retrouve dans l'univers du Royaumes Oubliés. Donc déjà ça c'est déjà une grande hérésie pour les fans du Temple. Voilà. Deuxième grande hérésie, donc c'est bien l'histoire de 4 temples différents qui représentent les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Dans le jeu de rôle, les 4 temples tentent de s'allier pour former le chaos, mais enfin ce sont des temples hautement maléfiques et chaotiques, et donc ils ont beaucoup de mal, et en fait ce sont des temples qui n'arrêtent pas de se faire la guerre. Et un des intérêts du scénario du jeu de rôle, c'est d'essayer de jouer un peu, entre guillemets, un côté politique, en tout cas on peut le jouer comme ça, pour essayer de faire tomber les cultes, en les divisant, les opposant, enfin voilà. Et en tout cas, s'ils étaient alliés, ils seraient bien plus puissants. Et ici, dans cet univers-là, les 4 temples sont alliés, et on les combat les uns après les autres, et à aucun moment, en tout cas, je ne crois pas, je n'ai même pas ouvert la boîte, mais d'après ce que j'ai lu, il n'y a rien qui indique que les temples sont en guerre les uns contre les autres. Donc, exit tous les personnages de la campagne de base, la campagne des années 80, quoi. Place à un tout nouveau cadre, avec quand même un petit fond commun, très léger. Qu'à cela ne tienne, puisque de toute façon, c'est une boîte à outils toujours, il y a plein de figurines, il y a aussi un système de campagne, c'est une des grandes évolutions du jeu. On va voir, on va tester, on va voir ce que ça donne. Après, ce qui m'intéresse, moi, et si éventuellement j'ai envie de m'amuser avec ça, aucun souci pour recréer, je pense, l'ambiance des premiers scénarios. Il suffit de créer des nouveaux monstres avec les noms des vilains qui existaient dans la première campagne, pourquoi pas. Pareil pour les monstres, ou en tout cas utiliser les monstres des autres boîtes, puisqu'il y a beaucoup de monstres dans ces boîtes-là qui sont, on va dire, liés aux forces élémentales, donc il n'y a aucun souci de les intégrer là. Enfin, on verra ce que ça donne, mais je pense que même il y a déjà des joueurs qui songent et qui vont sûrement travailler dessus, puisque ça a beaucoup réagi là-dessus sur les forums.
avec l'envie quand même de retrouver le premier univers. En tout cas, vu que ça reste quand même assez simple et assez ouvert et que on peut faire des transformations dans le jeu sans dénaturer tout, sans foutre tout par terre, bon, je suis sûr qu'il y aura des évolutions. Voilà, peut-être juste pour vous dire que ce jeu-là, je ne le connais pas encore. On va faire une ouverture de boîte. Et pour ce qui est du jeu de rôle, et donc là, ce sont un peu les vieux souvenirs qui remontent. Et c'est une campagne, le Temple du mal élémentaire, donc je vous parle bien dans l'univers de Greyhawk, que j'ai joué, que j'ai joué 2 fois en tant que maître de jeu, de manière complète, et j'ai d'énormes souvenirs, mais de parties épiques. Et ça finit quand même dans des mondes, dans des demi-mondes parallèles où les aventuriers vont se retrouver emprisonnés, donc ils doivent retrouver la sortie. Enfin, c'est assez énorme. C'est même énorme. Et en plus, c'est une campagne qui est faite pour s'enchaîner avec d'autres campagnes, notamment une campagne autour des elfes noirs, où on doit aller jusqu'à combattre la démone, la reine démone des araignées, Lols. Voilà, campagne épique. Celle-là, je ne la connais pas. Enfin, je la connais pas. Je la connais, mais je n'ai jamais eu la chance de la jouer. Mais rien que déjà que la campagne de Temple du mal élémentaire, c'est déjà un sacré morceau. Et c'était vraiment énorme. Et ça a été un très très grand plaisir. Donc, je vais sûrement prendre beaucoup de plaisir aussi à jouer à ce jeu-là. J'espère que je ne serai pas trop frustré par le fait que l'histoire est complètement modifiée. On verra. En tout cas, ils ont amusé à faire un arc de progression dans une campagne. Donc on va leur donner une chance quand même. On va voir ce que ça a donné. En ouvrant la boîte, on pourra voir aussi les différentes petites critiques qui persistent. Et un peu de suspense aussi à l'ouverture de la boîte, puisque des figurines ont déjà, dans certaines boîtes, manqué. Donc je ne sais pas, ça se trouve, des figurines ne seront pas là. On va voir. Hop, on se retrouve tout de suite pour une ouverture. Voilà, alors, voilà, près de la boîte. Bon, disons, première chose déjà, c'est que, à mon avis, il y en a pour son comptant de matière là-dedans. Je pense qu'on est loin des boîtes quasi vides où ils vendent du vide avec quelques cartes dedans, comme les jeux Legendary par exemple, pour ne citer que. Donc là il y a du poids, je pense qu'il se passe des choses là-dedans. Première remarque, donc pour la 4e boîte du jeu de la série en fait, hein, des D&D Adventure System Cooperative Game, ils ont bien sûr complètement changé le design. Moi ça me dérange pas plus que ça, je suis pas à cheval là-dessus, mais voilà, ça a aussi pas mal déçu les gens de la communauté. Voilà, on voit apparaître en fait le logo Donjons Dragon, en fait qui est le logo Donjons Dragon de la 5e édition. Et on va voir que c'est pas le seul apport qu'il y a dans le jeu, ce qui est un peu dommage, mais bon, je pense qu'on pouvait difficilement éviter ça, puisque évidemment ils ont quitté la 4e édition pour aller sur une 5e édition, donc ils vont pas revenir en arrière non plus dans les produits dérivés qui sont autour des jeux de rôle. Ça va poser des problèmes, notamment en termes de compatibilité avec les autres jeux. Donc, allons-y. On va voir un peu. Alors peut-être qu'on peut faire déjà un tour de la boîte. Alors, bon, une petite présentation assez classique hein, des différents composants. On voit ici qu'on a les 3 jeux donc, qui sont déjà existants. Ils leur font un coup de pub. Ils réexpliquent ici bien clairement que on peut essayer de les combiner ensemble. C'est écrit sur la boîte. Et puis sinon, bon, il y a des trucs rigolos. Bon là, il y a évidemment tous les composants du jeu, enfin les principaux. Et en dessous, c'est marqué « Stones not included ». Donc les pierres ne sont pas inclus, parce qu'en fait, ici, on voit des dessins de pierres, donc ils se sont obligés de préciser que les pierres, là, qui sont présentes ici, ne sont pas dans le jeu. Donc, ne vous attendez pas à avoir des cailloux dans une boîte de jeu. Ok ?
Attention, c'est sérieux. On aurait pu voir aussi du genre, ne mettez pas dans un micro-ondes, c'est un peu le même genre. Bref, c'est toujours rigolo de voir des trucs comme ça. Donc ici, il reprécise que c'est un jeu pour 14 ans et plus. C'est un peu hallucinant. Je pense qu'on peut déjà y jouer dès 8 ans, 9 ans. Après, c'est en langue anglaise, hein. Attention, hein. C'est total IVO. Durée de jeu 60 minutes, je pense que c'est assez correct. C'est à peu près vrai. Dans une version dépouillée, c'est-à-dire une version officielle, sans ajout de quoi que ce soit. Et nombre de joueurs 1 à 5, donc on peut jouer évidemment en solo, et jusqu'à 5 joueurs, ce qui est quand même assez intéressant aussi, 5 joueurs. Alors on y va. On y va. Petit cutter. On va essayer de faire ça proprement. Hop. C'est parti. Hop. Le suspense est intense. Mais qu'y a-t-il dans cette boîte? Là, il y a même une pub pour le jeu Neverwinter, le jeu... comment on appelle ça déjà? Le jeu de rôle sur internet, là. Voilà, on a le même droit à l'intérieur, on va sûrement voir des choses qui nous permettent d'avoir des objets ou des montures ou des trucs comme ça spécifiques dans le jeu. Waouh, super. Ok, boîte prête à être ouverte. Donc allons-y. On ouvre la boîte. J'espère que toutes les figurines seront là. Ce serait tellement bien. Et tellement plus simple. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ça ressemble au livret de règles, ça je pense. Alors ce sac n'est pas un jouet, hein, donc évitez de l'avaler, hein, attention. Il faut donc éloigner ça des bébés et des enfants. C'est peut-être pas mal de le préciser. Heureusement que le jeu est pour les à partir de 14 ans, sinon on pourrait se mettre à avaler le sac. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, ça sent bon le propre et le neuf. Alors, bon, assez classique, on a un livret de règles. Voilà, qui ressemble beaucoup au livret de règles qui existait dans les jeux précédents. On a fait déjà des émissions en hangout sur les différents livrets de règles. Ceux-là, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, clairs, simples. Il faut dire que les règles sont pas compliquées aussi, hein, et sont illustrées en couleur, donc c'est plutôt bien fichu. Quelques surprises par rapport au jeu précédent, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Ok, donc le livret de règles, il y a combien de pages? Il y a une FAQ derrière, et ça nous fait un livret de règles de 16 pages. Ok, bon, joliment illustré, sauf que ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est aussi une des critiques. Il n'y a pas du tout de personnages avec des ailes, ni de mecs qui volent, hein, dans le jeu de plateau. De la même manière, il n'y a pas non plus d'aigle géant ou de prêtre bizarre. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus d'ennemis humains, mais bon. Et ça, donc, c'est le livret de campagne. Le livret de campagne... Je vais pas trop dévoiler ce qu'il y a dedans, je me garde aussi la surprise, mais de mémoire, je crois qu'il y a 13 aventures, voilà, donc c'est quand même assez correct, 13 aventures, et donc sont présentées sous forme de campagne. Donc on peut les jouer évidemment individuellement, mais je pense que l'un des intérêts du jeu, c'est d'amener un groupe d'aventuriers au long des 13 aventures. Donc à voir après ce que ça donne. Le livret d'aventure. Mais ça ressemble à une grosse publicité. Tiens donc, ils nous mettent une feuille de personnage de Donjons & Dragons. Je pense que c'est 5ème édition aussi. Ça ressemble beaucoup aux feuilles de personnages d'avant, hein, quand même. Enfin, il me semble, hein, j'ai pas trop suivi, mais il me semble que c'est un peu 5ème édition, ça a l'air d'être un peu un retour à une version plus simple du jeu de rôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que
Vous pourrez me contredire si vous en savez plus que moi. Bon, voilà, une pub. Une autre pub. Ah bah voilà, ça c'est la pub pour le MMO. Ouais, donc on a un code. Je vous le montre pas. Oh, trop tard, mince. Vous allez me piquer mon code. Oh, mince. Bon voilà, code gratuit pour le premier qui voudra y jouer. Moi je ne joue plus, j'ai joué un peu, mais bon, j'ai plus le temps pour ça. Hop. Et une autre pub, alors ça c'est un jeu... c'est le jeu Donjons Dragons et WizKids aussi, enfin Wizard of the Coast et WizKids. C'est Attack Wing, donc c'est un jeu d'attaque de dragon, qui est une version Donjons Dragons de... comment s'appelle déjà les trucs de Star Wars là? Vous voyez ce que je veux dire? Avec les X-Wing, les TIE Fighters qui se battent. C'est la même chose que là, c'est les dragons. On a les virages aussi, on a tout ça. Hop. Ok. Une autre pub. Ah bah dis donc. Il y a de plus en plus de pubs. Alors ça, ce sont les différentes figurines qu'il y a dans le jeu, avec leur version peinte, pré-peinte en fait, puisqu'en fait on peut les retrouver dans des boîtes de figurines, donc il y a la possibilité, si on n'a pas envie de peindre, de les retrouver pour échanger les figurines non peintes qui se trouvent dans le jeu par des figurines, des versions peintes, quoi. Donc il y a toutes les références, c'est intéressant. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Des tuiles. Et là, intéressant, grande nouveauté, donc on a des tuiles qui représentent une ville. Voilà, on peut essayer d'aller voir peut-être à l'intérieur ce que ça donne. Alors, voyons. J'essaie de faire ça bien, hein, tant qu'à faire. Hop. Donc, on va voir un peu la qualité du matériel aussi. Est-ce que le fait que ce soit WizKids qui s'occupe du jeu maintenant, est-ce que on gagne ou on perd en qualité? Ou est-ce que c'est pareil? Alors bon, on voit aussi des tuiles du jeu. Il y en a qui sont plutôt jolies. Alors ça, ce sont des tuiles géantes, celles-là. Elemental Air Node. Alors là, on est un peu dans le côté... les nodules. Alors ça, c'était ça. Je pense que c'est l'inspiration directe du jeu de rôle, de l'ancien jeu de rôle, quoi. Enfin, la campagne initiale. Donc les nodules, c'était justement cette espèce de monde créé magiquement, ou qui servait un peu de... comment on appelle ça? De zoo, si on veut, de ménagerie. Voilà, où on y mettait tout un tas de créatures venant des plans élémentaux. Et voilà, direction les nodules, où après ils servaient pour, en tout cas, former une armée pour les prêtres du mal. Donc là, on voit qu'on peut faire des villes avec... Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est... En tout cas, ça c'est une nouveauté, il n'y en avait pas ça avant. Donc ouais, au niveau qualité de tuiles, ça ressemble vraiment aux tuiles des premiers jeux, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Là-dessus, il n'y a pas de rien à dire. On voit des jetons qu'on ne connaissait pas aussi, ça ce sont des jetons d'amélioration. Donc ça fait partie vraiment du mode de campagne qui permet de faire progresser les personnages. Des villageois, sinon. Bon, je ne balle pas tout, je fais ça tranquillement après, on fait juste un petit tour comme ça. Donc à nouveau deux grandes tuiles. Donc on a du coup les quatre éléments qui sont représentés par 4 grandes tuiles. Ça, bon, écoute, c'est pas mal. Les améliorations et encore des villageois. Je pense que c'est pour les règles de ce qui se passe en ville. Et ici la dernière tuile qu'on a là, je pense qu'ici on a le big boss de la campagne, c'est un dragon noir. Encore une ville. Donc avec ça c'est la tuile de départ. Et on voit qu'on a des petites nouveautés au niveau des symboles ici. Notamment ces petites croix rouges, ce sont les emplacements pour mettre des pièges. Donc les pièges ne sont plus gérés de la même manière que dans les scénarios, que dans les campagnes, enfin les boîtes précédentes. Les jetons
ressources héroïques. Bon, ça c'est aussi grand classique du jeu, donc on voit quand même qu'il y a des choses qui sont quand même communes, pas de problème. Pour ce qui est de l'intérieur de la boîte, le thermoformage ressemble goutte, pas goutte, comment on appelle ça, comme une goutte d'eau à ce qui existait avant. Donc maintenant il suffit de voir si tout est complet, n'est-ce pas? C'est un peu ma crainte. Les figurines, donc pas mal de figurines. La figurine du dragon. On va regarder si elle est complète et pas cassée, parce que ça peut arriver aussi. Voyons un peu à quoi ça ressemble. A priori, voilà, bah, c'est peut-être moi qui vais le casser finalement. Ça a l'air d'être complet. Hop là. Donc on a un support, ça c'est sympa. Un petit dragon volant, ça change un peu. On a un support. Comment ça se met? Comme ça peut-être. Et comme ça. Ah, il y a un sens. Voilà. En voilà le dragon noir. Bon, c'est vraiment un dragon noir typique de Donjons et Dragons, hein. C'est exactement la même tronche. Là-dessus, on reste quand même dans les canons du jeu et de l'univers. Bon, la figurine est pas mal. Bon, ok. Elles sont moins grandes quand même que les boss qu'on avait dans les boîtes précédentes. Enfin, on va pas chipoter pour ça. Au moins, il y a des figurines. Alors, je serais peut-être incapable de voir tout de suite si on a tout ou pas. En tout cas, il a l'air d'avoir un grand nombre de figurines. Bon. Il y a 42 figurines en tout. On a des gros, quelques gros. Hop. Donc ça, ce sont les différentes couleurs. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, ils mettent 45 figurines. C'est peut-être une erreur sur la boîte. Je crois que c'est marqué 42. C'est ce que j'ai cru voir. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ça c'est rulebook, peut-être qu'il y a des composants dedans. 42 figurines. Ah, ils mettent bien 42 figurines ici, en haut là. Et puis là, quand on regarde à l'arrière des figurines, ils mettent 28 sur 45, sous-entendu, voilà, il y a 45 figurines. Bon, à vérifier. Donc ça, ce sont des élémentaux, j'imagine. Des élémentaux, des élémentaires, ça dépend. Je sais pas trop comment on dit vraiment en français. Un géant à 2 têtes. Donc ça c'est pareil, monstre emblématique, notamment de la campagne, parce qu'en effet ça s'appelle des étines, ça. Et il y en a pas mal dans le scénario, dans la campagne aussi. Ok, des géants, des choses comme ça. D'autres figurines, je ne vais pas faire le détail complet. Je ferai le décompte. Et je vous dirai s'il me manque quelque chose ou pas. A priori, non, je peux pas dire. Ça, ce sont les héros. Peut-être jeter un petit coup d'œil sur les héros, rapidos. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un rôdeur, ou une rôdeuse, plus particulièrement. Alors bon, il faudra vérifier si les figurines sont à l'échelle des autres jeux. Ça m'a l'air un peu plus fin, mais bon, c'est pas très très flagrant, ça a l'air quand même assez correct. Faudrait voir quand même par rapport aux autres. J'ai l'impression qu'elles sont un tout petit peu plus petites. Je sais pas, c'est un feeling comme ça. Ça, c'est une magicienne qui porte une boule de feu, quelque chose comme ça dans les mains. Ça, c'est un alphelin, un hobbit, donc un voleur sûrement. Voleur hobbit. Et le dernier, on a une prêtresse naine.
Et un guerrier. Genre barbare un peu quoi. Voilà. Bon, les postures sont pas très dynamiques. On les voit pas trop, on les voit plutôt au repos qu'en action, mais bon. Elles ont l'air assez détaillées quand même. Correct quoi. Correct, il y a moyen de faire des belles peintures, je pense, avec ça. Ok. Un dé. Et un seul. Là, ça pareil, c'est un peu chiche quand même. Il pourrait au moins en mettre 2. Voire 3, voire même 5. Parce que bon, les dés, c'est pas quand même ce qui coûte. Mais bon, non, il n'y en a qu'un. Dans les boîtes précédentes, c'était aussi un seul dé qui avait. Donc, encore des figurines. Encore des figurines. Ok, et sinon, eh ben, le reste, ce sont des cartes. Enfin, le reste. Je pense qu'il reste des tuiles encore cachées en dessous. Hein. Des cartes. Et pour ceux qui connaissent les jeux précédents, on a un petit souci, c'est ce logo, qui est donc le logo 5ème édition, et qui n'est pas le même que le logo des boîtes précédentes, qui étaient en 4ème édition. Ce qui pose un petit souci pour le mélange des jeux. Puisque si on le fait de manière classique, et qu'on mélange les parents cartes de trésor, on saura... alors même sans savoir vraiment ce que c'est, mais on saura que cette carte-là vient de du dernier jeu. Un petit peu dommage, mais c'est vrai, une fois de plus, c'était difficile d'éviter ça, puisqu'ils sont maintenant dans une nouvelle édition de jeu, ils vont pas mettre des anciens logos, c'est pas cohérent. Comme ils sont un peu à cheval entre deux trucs, bon ben, et pour les monstres et pour toutes les cartes, ça sera la même chose. Il n'y avait jamais ce logo-là. Hein. Donc ce logo rouge risque de poser un petit souci pour la compatibilité des jeux. À moins de trouver des stratagèmes. Alors évidemment, cacher les cartes dans des protège-cartes, opaques, ou certains proposent ça aussi, de tirer les cartes par en dessous les paquets. Bon, ça à voir, quoi. Il existe des solutions évidemment pour contrer ça. C'est juste un petit peu dommage, ça va obliger à trouver des astuces, quoi. Donc il y a 200 cartes qui comprennent des pouvoirs de héros, des monstres, des trésors et des cartes rencontres. Voilà. Et puis, eh ben, je pense, hein, j'espère que ça ne s'arrête pas là, parce que je suis un peu court en tuiles. Non, heureusement. Ils ne m'ont pas oublié mes tuiles. Et là, j'en ai pas mal, j'imagine, à virer. Il reste encore... Ah, ils l'ont fait en une seule fois. Bon, ok. Un énorme tas de trucs à dépuncher. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Il y a 10 planches qui comprennent les héros, les ennemis, les boss, et puis plein d'éléments du jeu, quoi. Et notamment les fameuses tuiles où les héros vont évoluer. Et il y a de l'argent aussi maintenant. Voilà, une forme de pièces qui permettent d'acheter les extensions, les améliorations pour monter de niveau et tout ça. Ok, bon, bah, c'est déjà pas mal. On peut peut-être, allez, tant qu'on y est, on va ouvrir ça, histoire de jeter un petit coup d'œil rapidement sur les 10 ou 11 tuiles, je sais plus ce que j'ai dit, disponibles. Alors. Voilà. J'adore l'odeur des jeux neufs. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Comme les nouvelles BD aussi, des trucs comme ça. L'odeur du neuf. Pourtant, ça va pas être très très sain, j'imagine, mais... donc, ok. Des tuiles donjons. Et toutes sortes de pièges et de jetons pièges. Maintenant, il y a des jetons pièges qui remplacent les cartes pièges d'avant. Des tuiles. Attention, ça va être quasiment que ça. Hein, là. Des tuiles, des améliorations, des points de vie, des nouvelles conditions. Là, qui sont aussi tirées directement de la 5ème édition.
c'est la possibilité d'avoir des avantages ou des désavantages au combat. C'est pour ça qu'on avait besoin éventuellement de 2 dés. Voilà. Quand on a un avantage au combat, ou enfin, je crois que c'est au combat, ou peut-être dans les actions, dans le jeu de rôle, en fait on a la possibilité de tirer 2 dés de 20 et de choisir celui qu'on veut. Et pour les désavantages, c'est un peu le contraire, on tire 2 dés et on est obligé de prendre le pire. Donc ça, c'est ce qui est proposé dans le jeu en termes de conditions. Donc on n'a pas de conditions empoisonnées, ralenties, etc. Ouais, c'est ça, immobilisées. À la place, on a ces pions d'avantages ou désavantages. Bon, enfin, voilà, comme on peut mixer les jeux, rien n'empêche de rajouter, de faire revenir les autres jetons de conditions avec d'autres monstres et d'autres cartes tirées des autres jeux. Donc encore des tuiles. Un temple, ça me dit quelque chose, ça ressemble à la tuile temple du jeu Ravenloft. Bon, bah voilà, hein. Il n'y a plus qu'à dépuncher tout ça. Bon, quasiment que des tuiles. Je me demande où sont les... Ah, bah voilà. Voilà les héros quand même. Encore des tuiles. Les héros et les vilains débarquent. Donc on a 1, 2, 3 vilains, je pense qu'ils sont réversibles. 4, 5, 6. Et 7 avec le grand dragon. 7 vilains différents. Et les héros. 1 héros. 5 héros en tout. Donc là c'est vraiment une présentation qui ressemble énormément, voire c'est exactement les mêmes que les jeux précédents. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de points communs, heureusement. Voilà, bon bah il ne reste plus qu'à découvrir tout ça, voir ce que ça donne. Une fois qu'on a tout déballé, que je vérifie que j'ai bien toutes les figurines du jeu. Et puis zou, se lancer un peu dedans, voir un peu ce que ça donne. Évidemment, il y a une partie d'introduction proposée, une sorte de partie d'initiation, ça doit être la première aventure. Je vais m'essayer à ça, je pense, et puis je pense que je finirai bien par faire une petite vidéo du jeu, sûrement, quand j'aurai un peu de temps. En ce moment, c'est un peu serré, mais voilà, j'espère en faire une petite série quand même cet été, profiter d'avoir un peu plus de temps pour en faire quelques-unes et me rattraper. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette unboxing, cette open the box, voilà. Hop. Donc c'était bien Temple du Mal élémentaire, ouvert par Arcaril. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, parce que c'est la soirée pour moi ici. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de jeu ou de jeu de rôle. Voilà. Au revoir à tous. Bonjour, c'est encore moi. Je reviens pour un petit complément de vidéo sur le Temple du Mal élémentaire que donc j'ai dépunché et fait un peu le compte de ce qu'il y avait dans la boîte. Et donc ben, j'ai des soucis, donc je reviens sur la vidéo pour exprimer ça, et puis comme ça permettra d'avoir un suivi. Donc 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est que j'ai eu 2, et je me suis pas rendu compte sur le coup, je pense que je le noterai sur la vidéo, parce que j'ai regardé, ça se voit, mais enfin j'avais pas identifié vraiment tuile par tuile, hein, j'avais juste fait un petit passage rapide, et même pour dépuncher, je faisais confiance. En fait, j'avais deux planches cartonnées qui étaient exactement la même, ce qui fait que je me retrouve avec par exemple 2 Earth Altar, 2 tuiles comme ça, et que par exemple je n'ai pas de tuile salle de garde, qui est en fait la tuile qui est nécessaire dès la première aventure. Et donc en voulant tester et en essayant de faire le premier scénario, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas, et j'avais beau fouiller et retourner toutes les tuiles, elles n'étaient pas là, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais des tuiles en double. Et du coup, j'ai plein c'est faussé à plein de niveaux, tant au niveau des pions pièges que des pions d'amélioration, etc. Puisque voilà, il me manque des choses, et j'ai des choses en double. En allant jeter un petit coup d'œil sur les forums, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, que d'autres personnes s'étaient retrouvées avec la même tuile manquante, enfin la même planche cartonnée manquante, celle où il y avait la salle de garde. Et puis, pour ce qui est des figurines, j'ai le nombre qu'il faut, mais malheureusement,
j'ai une tuile qui est... une figurine qui est cassée. Alors bon, là j'ai mis ça un peu en bazar. Hein. Faudra sûrement que je fasse un peu plus attention parce que ça va être un peu fragile. Alors, celle qui est cassée, apparemment c'est assez commun aussi dans le jeu. C'est celle-là. C'est donc la chauve-souris de feu, Firebat. Et donc, elle n'a pas son petit pylône parce qu'en fait, c'est cassé à la base. Je sais plus si c'est de ce côté-là. Oui, je crois. Là, au milieu, il y a un petit bout de plastique qui est cassé. En fait, c'est ce pilier-là qui est manquant, qui est cassé. Et donc, bon, c'est un peu irréparable hein, parce que c'est des toutes petites pièces. Je ne vois pas trop comment faire. Voilà, donc bon, bah, pas content quoi, pas content d'avoir des éléments cassés. Ça, voilà, même si c'est pareil, ça c'est, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des chauves-souris de feu cassés. Et puis bah voilà, c'est encore pire, le coup de la planche là, donc je me retrouve avec des tuiles manquantes. Et donc pour l'instant le jeu est injouable dans sa forme classique, puisque bah, voilà, le nombre de jetons pièges est faussé, donc et, bah, évidemment les statistiques sont faussées, et puis carrément j'ai des tuiles que je n'ai pas et qui sont nécessaires même pour le jeu quoi. Voilà, donc on va suivre ça de près. J'ai fait des réclamations auprès des services après-vente. On verra bien. Voilà, donc bah, ça, c'est un mauvais point quand même. Hein. Ça, c'est apparemment. J'espère que c'est pas WizKids qui fait le coup. On dit souvent que c'est pas de très bonne qualité leurs produits. On verra bien. Bon, à suivre. Ciao.